Donc, je vous ai dit qu'on allait parler de l'extrême droite, donc on va en parler ici à travers cet article, article du Libération. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Bah déjà qu'aux Pays-Bas, extrême droite, de violentes manifestations anti-migrants sur fond de montée de l'extrême droite. Ces dernières semaines, des manifestations contre l'installation de centres pour demandeurs d'asile ont dégénéré dans plusieurs villes néerlandaises, en cause une loi prévoyant de la répartition de l'accueil des exilés dans le pays. Alors, comme j'ai l'habitude de vous le dire, et j'insiste là-dessus, il y a des bonnes idées aussi bien à droite qu'à gauche. Je veux dire, il y a cette phrase qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». On ne peut pas donner à autrui ce que l'on ne se donne pas à soi-même. Or, avec la gauche et les idées woke, soutenues et appuyées par Hollande, etc., et notamment LFI, on est en train d'avoir, dans l'idée d'avoir à accueillir potentiellement la misère du monde. Ce n'est pas possible. De surcroît, cette misère du monde, elle est choisie, parce que financée par Soros et consorts, où on a des Afghans ou d'autres, ou peut-être des pays, la plupart du temps, du Maghreb, ou du Moyen-Orient, ou d'Afrique du Nord, etc., ou même du Sud, mais qui donc sont d'obédience musulmane pour la plupart, voire des extrémistes, je parlais des Afghans la semaine dernière, et qui sont lâchés dans la nature de pays européens, sans qu'ils soient mis dans un cadre, apprendre la langue, les lois, le respect, enfin voilà. Tu viens dans un pays, il y a des lois, tu t'apprends, c'est comme ça. On te le hache pas en nature où tu imagines que t'es chez toi. Non, t'es pas chez toi. Donc t'apprends les règles. Ça viendrait pas à moi l'idée d'avoir à fêter Noël dans un plein désert avec un sapin de Noël, les chants de Noël en Arabie Saoudite. Ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, on est chez l'autre, on respecte l'autre. Logique. Donc ça, c'est pas mis en place. Donc forcément, qu'est-ce qu'on a ? On a des extrémistes qui se baladent dans les rues, qui coupent des têtes, qui font le bordel, et voilà, voire certains qui investissent des maisons pour après avoir être des locataires, c'est même pas, ils payent rien, c'est des squatteurs, et que les propriétaires peuvent même pas déloger parce que protégés par la justice française. On est dans tous ces trucs ubuesques qui n'ont aucun sens et qui est fait exprès pour avoir à faire monter l'extrême droite, opposée à l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche, défendeur de Gaza, de tout ce qui se passe des Palestiniens en lien avec le conflit Israël-Palestine, voilà, on est là-dedans, vous comprenez ? Donc la gauche, moi où je les appuie, c'est effectivement par rapport au génocide à Gaza, bien évidemment, c'est même pas photo, mais par contre il y a certains biais qui sont utilisés et qui sont totalement démesurés. Il y a à mettre de l'ordre dans le bordel, il ne s'agit pas uniquement d'avoir à être dans un monde de bisounours, il ne s'agit pas uniquement à être dans... vous savez, il y a la prévention ou le bâton. Bon, c'est les deux. D'abord on prévient, on fait tout pour éviter que ça arrive, et puis si jamais ça arrive, là tu sors le bâton, et puis tu condamnes, tu renvoies à la prison, ou pire. Et quand je dis pire, bref. Quoi qu'il en soit, ici, forcément que ces politiques migratoires développées depuis des dizaines et des dizaines d'années, on nous a toujours dit que, bien évidemment, vu que les Français veulent pas prendre certains jobs, eh bien, heureusement qu'il y a des Maliens dans les champs en Espagne pour qu'on ait, nous, dans nos étals, les fruits et légumes qui ont été élevés en serre et que nous avons dans nos étals, nos marchés, nos supermarchés, ou d'avoir dans différents métiers manuels que les Français ne veulent pas prendre, parce que soit trop dégradant, soit c'est pas assez bien payé, etc. Ou dans les restaurants avec des horaires complètement décalés, des prix sous-payés, etc. Les métiers de la bouche, c'est hyper complexe. Il faut se lever tôt, il faut faire des allers-retours entre chez soi et le boulot, tout ça au sein d'une même journée. Bref, c'est pas simple. Les Français n'en veulent pas parce qu'ils veulent avoir une vie de famille, être tranquille, etc. Donc, c'est les émigrés qui s'y collent. Donc, en même temps, on a besoin de cette immigration. De surcroît, les Français font plus de bébés. Et ça, a raison. Déjà, d'une part, qu'on vit dans un monde difficile, donc je peux comprendre qu'on évite d'avoir à faire des bébés, mais au-delà de ça, en même temps, il y a le fait que les hommes et les femmes deviennent totalement infertiles. Tout ça alimenté par les lobbies pharmaceutiques. Donc, l'immigré, potentiellement, lui, c'est dans sa vision culturelle d'avoir à faire des bébés.
Donc il y a cette idée d'avoir à être remplacé d'une certaine manière et d'avoir à faire des quotas pour rentrer. Voilà. Donc on n'est même pas dans une immigration choisie dans cette histoire, on n'est même pas dans une immigration qu'on cadre pour les droits, les devoirs, etc. C'est lâcher, allez hop, voilà, des flux ininterrompus et il se passe ce qui se passe et c'est forcé que ça déborde. Donc voilà, le chaos qui génère ici la montée de l'extrême droite qui fait le jeu des sionistes. Parce que dans l'idée des sionistes, on rappellera, il s'agit d'avoir à faire en sorte que les chrétiens et les musulmans se foutent sur la gueule, pendant que eux regardent et se marrent. Et ben c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, ces dernières semaines, des manifestations contre l'installation de centres pour demandeurs d'asile ont dégénéré dans plusieurs villes néerlandaises, en cause une loi prévoyant la répartition de l'accueil des exilés dans le pays. Rappelez-vous ce que Trump avait dit par rapport aux Gazaouis, que ça serait peut-être bien que au final les Gazaouis ils aillent où ? En Europe. Et je peux vous dire que les Gazaouis, je dis ça, c'est une généralité, je dis pas que c'est tous les Gazaouis, mais ils ont la colère vis-à-vis des pays européens, parce qu'on n'a rien fait pour les aider. Rien. Et qu'eux, ils sont comme nous, ils sont dans cet amalgame en disant, en fait, les hommes blancs d'Europe, là, c'est des enfoirés, ils nous laissent crever. Ils font rien, ils ont ONU, ils disent rien, ils font rien. Donc si demain, ils venaient à être en France, en Allemagne, en Angleterre ou autre, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire ? Puisqu'on attise la haine et la colère, la rancune. Logique. Donc, j'ai passé les Pays-Bas à l'Angleterre. Submergée par un océan de drapeaux britanniques et anglais. Union Jack et Croix de Saint-Georges, devenus étendards du mouvement anti-immigration, inondent les rues du centre de Londres. 110 000 manifestants selon Scotland Yard, plus d'1 million, avancent les organisateurs. Je suis vraiment ému. Je ne m'attendais pas à ça. Ils viennent d'annoncer que l'avenue est remplie et pourtant les gens continuent d'arriver de l'autre côté du pont. C'est magnifique. C'est le plus beau spectacle que j'ai vu de ma vie. C'est incroyable. Nous sommes unis pour changer les choses. Nous ne sommes pas racistes, vraiment pas. Nous voulons juste préserver nos valeurs chrétiennes. Et là, je suis tout à fait d'accord. Il y a bon nombre de personnes qui vont demain voter pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou qui votent à droite, qui sont des gens qui défendent, à juste titre, les valeurs potentiellement chrétiennes, culturelles de notre pays, qui est la France. On remarquera que Macron dit que il n'y a pas de culture en France. Côté culturel, des Gaulois, tout ça, c'est n'importe quoi. Et au-delà de ça, c'est d'avoir à préserver les valeurs chrétiennes. Et il a dit autre chose derrière. Préserver les valeurs chrétiennes. Voilà, nous ne sommes pas racistes. Voilà, c'est important. Ils ne sont pas opposés au fait qu'il y ait des gens qui viennent dans leur pays, qui pensent différemment, qui ont une culture différente. Et parmi les gens qui sont au sein de la droite française ou la anglaise, il y a des gens qui veulent juste être tranquilles chez eux. Je ne peux qu'être d'accord avec ces personnes-là. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est le journal de 20h de France TV, donc de France 2. Et ça implique quoi, ici ? Ça implique qu'on est en train de vous dire, regardez, les gens de droite ou d'extrême droite, c'est des gentils. Ils veulent le bien à tous. Ils veulent la fin du dispensement de l'argent public dans la télévision française, etc. Et on veut rétablir de l'ordre. De l'ordre. Vraiment pas. Nous voulons juste préserver nos valeurs chrétiennes. Un avis partagé par les manifestants venus de tout le pays. Selon eux, le Royaume-Uni accueillerait trop d'immigrés. Faites du bruit pour la Grande-Bretagne. Tous ici répondent à l'appel de Tommy Robinson, figure de l'extrême droite britannique, plusieurs fois condamné. Habitué à ce type d'événement, jamais cet ancien hooligan n'avait attiré autant de monde auparavant. Une contre-manifestation antiraciste organisée au même moment a réuni 20 fois moins de participants selon la police, mais ils tenaient à faire entendre leur voix. Ces gens mettent sur le dos des réfugiés tous les problèmes du pays, qui n'ont rien à voir avec les migrants. Avec ce rassemblement, l'extrême droite britannique... Alors, est-ce que tous les problèmes du pays ont quelque chose à voir avec les migrants ? Pas tous les problèmes. Une partie des problèmes. Alimentés par les responsables, à savoir les membres du gouvernement, Starmer et consorts, et de toutes ces politiques, parce qu'ils servent le domaine privé. Ce sont des oligarques, en fait. Donc, ils sont dans cette logique.
Signe une démonstration de force dans un moment où le gouvernement britannique est au plus bas dans l'opinion et le parti anti-immigration Reform UK est au sommet dans les sondages. Nigel Farage, qu'on a vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, et qui bat tous les scores. Donc, on va continuer, vous allez voir comment ça se répercute. Ici, c'est bon. C'est l'histoire d'une marche d'extrême droite en plein cœur de Londres. 65 000 personnes réunies samedi à l'appel du militant anti-immigration et anti-islam Tommy Robinson. On a même vu des Français. Le mot d'ordre du rassemblement, c'était « Unite the Kingdom », unir le royaume. Charlie Hebdo, c'était quoi? Ah oui, bah, ça c'est terrible. Alors, le mec que vous écoutez là, c'est un journaliste. Alors, la gueule du journaliste, hein, Éric Ténier. C'est vraiment une teigne, le mec. Hein. Je suis Charlie. C'était de dire on a le droit de critiquer une religion. C'est-à-dire qu'à l'époque, on disait il ne faut pas céder face aux terroristes. On a le droit de dire je déteste l'islam, par exemple. Voilà. Bien, dans les faits aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas? Est-ce que l'ARCOM nous permettrait de dire ici sur ce plateau je déteste l'islam? Non. Alors regardez, c'est ce qu'on l'a vu au début d'émission concernant Israël et les enfants et les adolescents, vous savez, sur l'esplanade du Rocher, en train de gueuler à mort les Arabes, etc. Et là, on est en Grande-Bretagne, et malgré le fait qu'on ait des gens qui ne sont pas racistes, qu'on a entendu, qui veulent défendre leur culture chrétienne, on a des jeunes Anglais, et regardez ce qu'on entend. Le problème, il est là, en fait. On est en train de former la jeunesse à alimenter la haine de l'autre. Mais si tu leur expliques à ce jeune petit con que Allah, en fait, c'est Dieu. Un autre nom, le nom arabe pour dire Dieu. C'est quoi le problème? Tu crois que le Dieu des 3 religions du livre, il est différent? Espèce de crétin dégénéré. Donc voilà... c'est pas grave d'être con, hein. On est toujours le con de quelqu'un d'autre, hein, de toute façon. Hein. Donc c'est pas du mépris de dire ça, c'est juste en fait de voir à quel point ils ont été endoctrinés, manipulés, et qu'ils se sont auto-générés, les enfants, enfin les parents, au travers de leurs enfants. C'est terrible en fait. Donc, et je m'attends pas à ce que ces jeunes générations d'anglais là, qui prônent cette mouvance d'extrême droite, soient les plus... gentil dans les mois ou années à venir, surtout. Hein. La main tendue à l'autre, ça va être compliqué. L'autre va être le problème. Alors là, en l'occurrence, le musulman, ça, je pense que ça, vis-à-vis des sionistes, c'est merveilleux. Là, ce qui se passe en Angleterre, c'est merveilleux. D'ailleurs, qui finance ces mouvements-là? If the fight comes to you, you don't have a choice. You have to fight. So you have to rally all of the people of Britain to fight for the future. Let me ask and if this doesn't happen, there won't be a future. Are you ready to fight for your future, Britain? Fight for your future. Do it. Go. Will we be gagged any longer, Britain? Donc, déjà, puisque c'est la deuxième fois qu'il y a ces manifestations, la première déjà avait été soutenue par Elon Musk, et là, donc, rebolote, on retrouve Elon Musk, et regardez bien, enfin, je veux dire, c'est signé, mais regardez l'œil qui voit tout, l'œil du sommet de la pyramide, hein, et qui voit, regardez l'œil, en plus, c'est sympa, je trouve, même le montage en lui, même est intéressant. On a Elon Musk qui forme une pyramide, pourrait-on dire, hein, bien évidemment, et l'œil qui voit tout au-dessus de Londres et du défilement de ces milliers de gens, pour pas dire millions, là, dans les rues de Londres. Ah ouais, il voit tout. Et donc, voilà, si le combat vient à vous, nous dit Elon Musk, hein, vous n'avez pas le choix, vous devez combattre, littéralement. Donc ça, si c'est pas le fait d'avoir attisé la haine et d'avoir attisé justement le fait d'avoir à ce que les catholiques protestants anglais se battent contre les musulmans,
Et en même temps, notez bien qu'en Angleterre, tout est fait pour avoir libéré la charia, quoi. Donc, on fait tout pour qu'ils se foutent sur la gueule. Tout est fait pour ça. Alimenté par lui, là, ce zozo, là. Ah ouais, allez-y, hein. Foutez-vous dessus, allez combattre. Allez, les gars. Hein, il s'agit d'avoir à rentrer dans une guerre civile, alors qu'on est potentiellement proche de guerre mondiale, pour avoir à instaurer, encore une fois, le contrôle numérique, d'identité numérique. Avec les caméras dans les rues, etc. Plus jamais ça. Regardez, vous serez sécurisés, braves gens. Et donc Elon Musk, grand ami de Peter Thiel. Voilà, ici l'œil c'est Palantir en fait. Allez, on continue. AJ+, qui nous en parle un peu plus sur les tenants et les aboutissants. Alice Cordier. Et que fait Alice Cordier en niqab sur une scène à Londres? Ce samedi 16 mai, le militant d'extrême droite Tommy Robinson a organisé un nouveau rassemblement anti-immigration à Londres. Pour rappel, il l'avait déjà fait en septembre 2025 et Zemmour et Jean Messia s'y étaient rendus. La dernière fois, il y avait 150 000 personnes et cette fois-ci, beaucoup moins selon la police. Mais ça n'en reste pas moins une illustration de la montée d'un fascisme européen organisé et coordonné. Pendant 6 heures, des militants d'extrême droite, musiciens et prédicateurs chrétiens se sont succédés sous la pluie pour affirmer leur haine des étrangers, en particulier des musulmans. Mais qui paye pour faire monter sur scène des membres de Nemesis en niqab et un violoncelliste qui se met du bacon sur les épaules? L'événement a été financé en grande partie par des donateurs américains selon l'ONG Hope Not Hate, notamment $200 000 d'Andy Miller et $100 000 de l'homme d'affaires Robert Schillman, un milliardaire américain de la tech qui a soutenu des organisations pro-israéliennes d'extrême droite. Tommy Robinson a aussi remercié Elon Musk du haut de la scène. Donc en gros, on a des milliardaires américains qui financent des croix en bois distribuées à des Britanniques trempés pour qu'ils se plaignent du grand remplacement. Pendant ce temps-là, le dispositif policier était sans précédent, des véhicules blindés, des drones et des hélicoptères, ainsi que des caméras de reconnaissance faciale en direct, une première dans le cadre d'une manifestation. Le but, maintenir une zone stérile entre les partisans de Robinson et la contre-manifestation pro-palestinienne qui se tenait simultanément, avec des milliers de personnes venues commémorer la Nakba et s'opposer à l'extrême droite. Coût estimé du dispositif, plus de 5 millions d'euros. Et cette manif arrive une semaine après le succès du parti anti-immigration Reform UK lors de scrutins locaux. Ça montre bien qu'au-delà du spectacle et de la mise en scène, il y a une vraie normalisation du discours raciste qui s'exprime dans les urnes et pas que dans la rue. Oui, tout à fait. Il est intéressant de noter que les principaux financiers de cet événement à 5 millions d'euros sont des gens de la tech américaine, appuyés par Elon Musk, les GAFAM, l'œil qui voit tout, enfin, je veux dire, de quoi on parle, à quoi vous pensez que ça sert? C'est évident qu'on a monté les gens les uns contre les autres. D'un côté, vous voyez, on est en train de dire ceux qui sont dans la manifestation de droite ne soutiennent pas Gaza et le génocide. Au contraire, ils les appuient. Ceux de droite seraient dans un soutien indéfectible à Israël. On est en train de mettre des gens dans le même panier, mais pas du tout en fait. Donc que vous choisissez un camp ou que vous choisissez l'autre, mais vous êtes cuit. Vous êtes mort dans cette histoire. On vous enferme dans un narratif. Donc à part sortir des deux camps, donc de ne pas être partisan, bah voilà. Sinon, pour appuyer ce que AJ+ nous disait il y a quelques instants, sur la montée du discours de droite, j'imagine que vous l'entendez bien en France avec la montée de Bardella, avec de Boubon, de Parme, de Sicile, là. C'est chaud de ce qui s'en vient, là. J'entends le terme de sulfureux pour qualifier Tommy Robinson. Rappelons qu'il a été membre du Parti national britannique qui voulait restaurer une partie du Troisième Reich en Angleterre. Donc on parle pas de sulfureux, là on parle de racisme et d'hitlérisme. Monsieur Halimi vient de parler de Troisième Reich. Actuellement, les manifestants du Troisième Reich, ils sont de l'autre côté à Londres. Vous voyez, c'est de l'autre côté. Hein. Donc ceux de gauche, c'est eux les partisans du Troisième Reich. Ce sont eux qui crient Free Palestine, parce que Free Palestine... Vous faites vraiment cette comparaison entre des gens qui sont pro-palestiniens... Ce ne sont pas des Et le mec, regardez qui c'est, donc je sais pas sur quelle chaîne de télé ils ont décidé de l'inviter, Philippe Carsanti, porte-parole du comité Trump en France. Qu'est-ce qu'on fait à donner la parole à ce mec-là ?
Il a rien à foutre dans... là, on pourrait parler d'ingérence politique étrangère. Qu'est-ce que les USA auraient à donner leur point de vue sur un plateau télé français ? Pro-palestiniens, madame, ce sont des pro-djihadistes. Attendez, regardez bien. Ah mais carrément, allons-y, montons dans le niveau là, de la fenêtre d'Overton. Hein, voilà. Maintenant, critiquez le génocide à Gaza, vous êtes des djihadistes. Oh putain, alors, vraiment, je le savais pas, je le découvre aujourd'hui. Comme quoi... Vous savez, j'ai passé beaucoup de coups de fil à Londres et j'ai regardé les chaînes anglaises. Bien entendu, mais je ne comprends pas cette comparaison entre le Troisième Reich et des militants pro-palestiniens. Ce ne sont pas des pro-palestiniens, madame. Regardez bien. Et on a des gens qui sont les gens, effectivement, qui disent Free Palestine, qui veut dire éradiquer les Juifs, qui est donc le nouveau slogan. Alors, pardon, je vous reprends encore, mais Free Palestine, c'est-à-dire libérer la Palestine, ça veut dire, le mec, dans sa traduction à lui, hein, de droite, c'est éradiquer les Juifs. Incroyable, mais vrai. Ne veut pas forcément dire éradiquer les Juifs. Absolument si, parce que si vous voyez bien ce qu'ils font, ils ont un panneau avec l'État d'Israël qui est rayé de la... Incroyable, mais vrai, quoi. Alors là, forcément, il y a de quoi voir un petit peu notre position en tant que Français, hein, malgré le fait qu'on ait eu la summit de la flotte direction de Gaza, là. Quelle est la posture de notre gouvernement, à part le fait de « Oh, c'est honteux, hein, comment ils ont été traités, là, tous les ressortissants de la flotte français de cette flotte-là » Peut-être que la France Insoumise, pour ne prendre que cet exemple, qui veut démanteler les médias Bolloré, et c'est bien leur rôle, et c'est bien leur droit. Ce mercredi, je me suis rendu à l'Elysée pour questionner la porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Bonjour, Jamil Sani, journaliste indépendant. Lundi, en plein festival de Cannes, Canal+ a répondu à la tribune zappé Bolloré, publiée mardi 12 dans les colonnes de Libé, où 600 professionnels du cinéma dénoncent le risque évident, manifestement, d'emprise totale du multimilliardaire néo-fasciste Vincent Bolloré sur toute la chaîne de production du cinéma français, puisqu'il s'apprête à prendre le pouvoir total dans quelques années du GC. En réponse, le patron de Canal+ a fait savoir que les signataires de la tribune ne travailleront plus avec Canal, créant le scandale et donc un risque d'autocensure. Ma question, c'est celle-ci. Qu'avez-vous à dire, vous, en tant que porte-parole du gouvernement, de cette prise de contrôle, de cette volonté de mettre au pas, ou peut-être même au placard, 600 professionnels du cinéma et le risque que ça fait peser sur la démocratie en fin de parcours ? Oui, ce qui compte pour nous, c'est évidemment que la pluralité soit assurée. Je note que Canal+ finance, je crois, 85% des films qui sont présentés en ce moment au Festival de Cannes. Et donc, on a la chance d'avoir un cinéma français qui va bien, de grande qualité, un des plus grands cinémas mondiaux. Et c'est vraiment ce qui nous importe. Pour le reste, je ne ferai pas davantage de commentaires. Encore une fois, la ministre de la Culture s'exprime au nom du gouvernement. N'empêche que cette accélération de la concentration, d'une part des médias, mais aussi de la production cinématographique et de la production intellectuelle à travers la mainmise sur une école de journalisme par là, Hachette par ici, c'est faite sous 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, s'est fait élire pour faire barrage à l'extrême droite. Et là, vous le savez comme moi, que M. Bolloré a un agenda politique pour porter l'extrême droite, ici même à l'Élysée. Du coup, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec de la politique du gouvernement que vous présentez ici quelque part sur ce sujet-là ? Il y a un cadre légal et le rôle du gouvernement, c'est de s'assurer que ce cadre légal est respecté. Il y a par ailleurs des autorités indépendantes dont c'est le métier. On vous voit, vous, en tant que porte-parole du gouvernement, très souvent présente sur les plateaux de CNews ou d'Europe 1, etc. Est-ce que ce n'est pas un problème, quelque part, de voir la porte-parole du gouvernement de M. Macron, qui se dit être barrage de l'extrême droite, aller sur ces plateaux-là, qui pose problème pour beaucoup ? Je constate que toutes les formations politiques y vont. Donc il faut faire pareil quand tout le monde le fait. Je constate que la France Insoumise, pour ne prendre que cet exemple, qui veut démanteler les médias Bolloré, et c'est bien leur rôle, et c'est bien leur droit, est aussi présent sur ces chaînes. Moi, j'ai fait un choix, c'est de parler à tous les médias, à tous les journalistes, et partout où les Français peuvent nous écouter, mais je comprends qu'on puisse ne pas partager ce choix. Donc tous les journalistes se valent pour vous, du coup, on est d'accord ? Voilà, je considère que c'est pas à moi de choisir quels sont les médias qui n'ont pas le droit de se produire, que c'est vraiment le rôle de l'Arcom. Et votre rôle à vous ? Vous êtes au pouvoir, vous avez pris l'exemple de la France Insoumise, mais là, c'est les opposants. Votre rôle à vous ? Moi, mon rôle, c'est d'informer les Français autant que possible et d'essayer d'expliquer, modestement. Qui est condamné pour racisme, pour faire le jeu du fascisme en France. Enfin, c'est ça qui moi, qui je est vais important. sur l'ensemble des médias, sur tous les médias que les Français écoutent. Parce que j'estime qu'il n'y a pas des Français qui mériteraient d'avoir accès à cette parole du gouvernement et d'autres Français qui ne le mériteraient pas. Mais encore une fois,
chacun voit midi à sa porte. La porte-parole du gouvernement semble aussi satisfaite des réponses qu'elle me donne qu'elle se montre confiante face à la prédation de Vincent Bolloré. À rebours des propos de la ministre de la Culture, Maud Bréjon décrit un cinéma français qui va bien et ne trouve rien à redire sur la concentration sans précédent d'outils d'influence politique dans les mains d'un seul homme qui pave le chemin de l'extrême droite vers le pouvoir. Surprenant ou pas pour celle qui défend l'idée de l'union du bloc dit central et de la droite de Bruno Retailleau pour 2027. Et quand, pour justifier sa présence régulière dans les médias Bolloré, Maud Bréjon me répond qu'elle a fait le choix de parler à tous les journalistes, ma surprise fait écho avec le précédent point presse où, en coulisses, agacée par mes questions, la ministre m'avait alors pris à partie devant les journalistes présents, me qualifiant de militant politique et raillant, ironisant sur le fait que je possède bien une carte de presse depuis des années. J'ai raconté ce off en détail dans une vidéo publiée le 13 mai sur ma chaîne YouTube, un moment si ubuesque qu'un journaliste d'un grand média national est intervenu face à la porte-parole qui, on le voit, une fois les caméras éteintes, semble beaucoup moins attaché à parler à tous les journalistes. Alors, en attendant l'émoi de Maud Bréjon face à l'extrémiste Vincent Bolloré qui colonise les médias et la culture française, plus de 1800 nouveaux noms se sont ajoutés aux 600 premiers de la tribune en guise de renfort au bras de fer que la profession opère avec Canal+, dont le logo a été copieusement hué ces derniers jours au Festival de Cannes. Ouais, donc déjà, ce que ça nous met en perspective, c'est ce que je dis ici depuis très longtemps, à savoir que la droite est le cache-misère de Macron et de la droite d'une manière générale, appuyé par LFI dans son rôle d'opposant. D'ailleurs, elle le dit très bien, Maud Bréjon. Voilà, LFI joue son rôle. Oups, pardon. Elle s'excuse même d'avoir... Non, faudrait pas croire que ça soit une pièce de théâtre et que tout soit monté de toutes pièces. Alors, voilà, on a le grand Cyril Hanouna qui est bien dans son rôle. Front National contre Front Populaire. Voilà, Front National contre Front Populaire. Donc là, c'est le 1936, le Front Populaire, c'est ce que je vous disais en intro de cette revue de presse. Donc 1936, nous fêtons aujourd'hui les 90 ans du Front Populaire, avec ce que ça peut impliquer dans Ambroise Croizat, les anarchistes, qui a totalement été mis sous le boisseau, et d'avoir ici à revoir l'histoire se réécrire sous nos yeux. Et est-ce qu'on comprend l'histoire? Est-ce qu'on va répéter les mêmes erreurs? Donc, je remets juste un peu en arrière. Écoutez bien, c'est grandiloquent. Ouais. Lui aussi, il est grandiloquent. Front National contre Front Populaire. L'affiche plaît à la presse et l'atmosphère est désormais à l'affrontement dans les rues de la capitale. 1936. Il y en a un qui a tout dit avant tout le monde, c'est Jean-Marie Le Pen. Faudrait quand même pas l'oublier. La rémigration, l'invasion migratoire. Le climat est particulièrement délétère. C'est désormais bloc contre bloc. Comme aujourd'hui. Peur du fascisme du côté de la gauche, contre peur du chaos du côté de la droite. Ouais, comme aujourd'hui. Les partis de gauche présenteront chacun leur candidat au premier tour. Mais ils ont noué une alliance électorale qui prévoit un pacte d'action avec quelques mesures simples et surtout un accord de désistement au second tour en faveur du candidat de gauche le mieux placé. L'immigration, l'État est débordé par l'immigration, c'est un chiffre délivré dans le Figaro ce matin. 41% des Français sont désormais liés à Le désistement prévu par le pacte du Front Populaire va fonctionner au-delà même des espérances de la gauche qui, au soir du 3 mai 1936, remporte 386 sièges contre 224 à la droite. Donc, à cette époque-là, la gauche a gagné. Ce qui est aussi important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu déjà avec les municipales, les élections sont truquées. Alors, ça fait très longtemps qu'elles le sont. Elle était déjà sous Sarkozy, ça a été le premier pour moi, où j'ai vu un basculement. Mais au-delà de ça, c'est de comprendre que pour que la gauche gagne aujourd'hui, jamais la gauche ne gagnera. Jamais. Il y a un mouvement de fond, une lame de fond, qui est d'avoir à mettre en avant l'extrême droite, et c'est l'extrême droite qui va gagner et qui va remporter. Et on va s'assurer, vous allez voir dans les articles suivants. Donc là, je passe, parce que c'est pas tant Zemmour qui est important, c'est tout ce qui a trait au Front Populaire. On voit. En moins de 100 jours, tout le programme du Front Populaire est mis en œuvre. Et notamment une de ses principales promesses. La dissolution de toutes les ligues nationalistes, à laquelle n'échapperont pas les croix de feu.
Sans oublier la nationalisation de la Banque de France Super. Et des industries d'armement. Ça, génial. Et jusqu'à la création d'un office national du blé pour venir en aide aux agriculteurs. Super. On vient d'atteindre... Donc là, pour moi, j'ai rien à dire. Hein. Les idées de prime abord de LFI, elles sont très intéressantes. Hein. Cependant, est-ce qu'elles sont réalisables aujourd'hui ? Voir par exemple des mi-temps, aller travailler pendant l'été. Cet été 1936 est comme l'apothéose d'une folle espérance populaire. Et lorsque les premiers bénéficiaires des congés payés envahissent les gares, c'est une véritable révolution des mentalités qui vient d'être enclenchée. Et plus rien ne pourra désormais l'arrêter. Regardez, c'est très simple. On continue. Je vais juste vous montrer... 81% d'entre vous. Finalement, le régime de Vichy ne parviendra pas à effacer, comme il l'espérait, les avancées sociales du Front populaire. En 1945, le Conseil national de la résistance, rassemblant tous les partis de la gauche et de la droite parlementaire, proposera d'instaurer un système universel de sécurité sociale et un régime de retraite pour tous les salariés, venant définitivement conforter le modèle social imaginé en 1936 et qui est encore le nôtre aujourd'hui. Oui. Enfin non, on n'est plus que l'ombre de ça, hein. On n'est plus du tout là-dedans. Hein. Donc est-ce qu'il serait possible d'avoir à faire un nouveau Front populaire comme en 1936 ? Non. Pourquoi ? Parce que tout est verrouillé. Verrouillé non pas tant d'un point de vue étatique, mais d'un point de vue de l'oligarchie qui a placé tous ses pions dans toutes les parties potentielles d'opposition. Vous choisissez un camp, c'est mort. On est à la table de Monopoly, les dés sont pipés dès le début. Même les opposants sont dans la poche du banquier. Donc, il ne serait pas possible. Pourquoi ? Parce que je sache, LFI, si demain ils accordent à avoir le pouvoir, veulent toujours rester dans l'Union européenne. Est-ce que LFI veut privatiser la Banque de France ? Nationaliser la Banque de France. J'ai pas entendu ça dans leur programme. Hein. Il y aurait bon nombre de choses à faire pour avoir à couper notre dépendance, ou c'est même pas notre dépendance, notre assujettissement au secteur privé et banquier. C'est mort. Donc, exemple, là c'est la France insoumise, et vous allez entendre le truc, c'est pas la première fois que j'en parle, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de l'entendre. Madame Moulin, je n'en ai pas fait secret, y compris quand vous êtes venu me voir avant même la position du chef de l'État sur votre nomination. Vous le savez. Bon, remarquez, c'est trop long, et puis on l'a vu la semaine dernière, on va passer pour avancer là. Donc voilà, là il s'agit de la nomination d'Emmanuel Moulin, donc proche d'Emmanuel Macron à la Banque de France. Donc voilà, sachant que Emmanuel Moulin a suivi les deux quinquennats d'Emmanuel Macron de A à Z en étant très 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 proche. Donc ici, bien évidemment, Éric Coquerel de LFI est en train de mettre en avant que il n'a rien contre Emmanuel Moulin de prime abord, sauf qu'en fait, ce mec-là à la Banque de France va être un pion d'Emmanuel Macron et qu'il a des accointances trop près avec la Banque de France, alors que normalement, il y a la séparation des pouvoirs. Donc voilà pourquoi il ne votera pas pour lui. Mais en même temps, Emmanuel Moulin va occuper le poste que Macron lui a désigné, parce que tout est fait pour. Aujourd'hui, tout se vote par décret. L'Assemblée nationale n'a plus aucun pouvoir. Donc ici, pour vous donner un exemple, comme quoi tout est verrouillé, alors je remets ma trombine, hop là, voilà. Donc le canard enchaîné, l'État traîne les pieds face à des barbouzeries anti-LFI venues d'Israël. Le rapport public qui détaille l'ingérence, donc là pour une fois c'est pas la Russie, d'une boîte israélienne contre les candidats insoumis au municipal a été caviardé, remisé dans un tiroir, révèle le canard enchaîné. Ni les services de renseignement, ni la justice ne cherchent à enquêter sur les auteurs de cette campagne de désinformation. Donc voilà, on l'a vu déjà la semaine dernière, j'en avais parlé, ou il y a 2 semaines, mais tout ça pour dire que malgré ce que Nunez disait à l'Assemblée nationale, qu'on l'a interpellé sur cette histoire, il dit ouais voilà, j'ai lancé l'enquête, vous inquiétez pas, on va voir, voilà, bon bah remise au placard. Alors qu'on sait que c'est une entreprise israélienne qui a influencé, faire de la propagande pour faire en sorte que ceux de LFI qui étaient au municipal ne puissent pas être en place au siège de maire, quoi.
Donc on sait que c'est Israël qui est derrière. Pour une fois, c'est pas, encore une fois, la Russie. Ici, on voit Laurent Nunez qui justement disait non, vous inquiétez pas. Je crois nous avons été très transparents sur ces sujets et il a été indiqué qu'effectivement il y avait un mode opératoire informationnel qui avait été détecté, composé de réseaux sociaux, de comptes manifestement inauthentiques, qui étaient relayés à partir de l'intelligence artificielle, de fausses photos, et qui ciblaient effectivement une formation politique, la vôtre, et un certain nombre de candidats qui sont effectivement ceux que vous avez cités. Donc nous avons été extrêmement transparents et je crois que la formation politique à laquelle vous appartenez en a été informée. Sur les questions précises que vous posez, oui, nous ne cachons rien, évidemment que le rapport sera publié. Le rapport sera évidemment publié. Il y a par ailleurs une action judiciaire qui est engagée. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus et le juge judiciaire fera son office. On parle d'ingérence numérique étrangère, c'est assez grave quand même, vous en conviendrez. Sur la visibilité, sur la qualification de cette ingérence, qui a été assez peu visible, mais qui a un caractère malveillant évident, je vous le confirme. Donc 1, le juge judiciaire est saisi, 2, le rapport sera publié, et 3, il y a un contentieux électoral, le juge électoral dira s'il y a eu altération. Ou pas. Donc rapport, oui, publié, mais cavardier, et puis remisé au banc, quoi. Voilà, on continue. Donc, de l'autre côté, puisqu'on parle de la droite macronienne, ou de l'extrême droite macronienne, on pourrait l'appeler ainsi, puisque c'est lui qui chapeaute tout ça, avec ses collègues sionistes. Donc voilà, ici, crèche privée, le fameux scandale, le parquet requiert un non-lieu pour Aurore Berger, soupçonné d'avoir menti sur ses liens avec une lobbyiste. Donc oui, elle a menti en commission, on l'a vu ici supervisée, sur le fait qu'elle n'avait aucun lien, qu'elle ne connaissait pas du tout la responsable de ces crèches privées alors qu'elle la connaît très très bien, sachant qu'aujourd'hui on a affaire à des histoires de pédophilie, en plus appuyées par la mairie de Paris et le nouveau maire de Paris. Donc voilà, encore une fois, et pour le coup socialiste, le maire de Paris. Ça change rien, mais elle est blanchie, Aurore, qui va se trémousser sur le tapis rouge de Cannes. De l'autre côté, les vrais dangers potentiels qui permettraient d'avoir à reprendre les rênes de la France dans ce qu'il faudrait faire. Donc ici, c'est Républicain Lorrain. Donc voilà, François Asselineau, agression et harcèlement sexuel. François Asselineau renvoyé en correctionnel en date du 19 mai. Partisan du Frexit, François Asselineau était accusé de baiser forcé par 2 ex-collaborateurs. Il avait été mis en examen en 2021 dans cette affaire avant de bénéficier d'un non-lieu en 2024. Alors pourquoi est-ce que ça revient? Renvoyé en correctionnel, comme par hasard, un an et quelques avant les élections présidentielles? Il s'explique. On va écouter. Donc, ça veut dire que la chambre de l'instruction, le parquet qui a fait appel, la chambre de l'instruction qui a décidé de me renvoyer devant le tribunal correctionnel, ne m'a jamais rencontré. N'a jamais rencontré les accusateurs. Et pour cause, puisqu'il n'y a plus d'accusateurs. Puisque d'une part, l'un est décédé, d'autre part, l'autre, ça fait 3 ans qu'il a retiré sa plainte. 3 ans. 3 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accusation contre moi émanant d'accusateurs. Les 2 juges d'instruction, pendant 4 ans, ont épluché absolument tout ce qu'ils pouvaient éplucher, en remontant, en téléphonant à des collaborateurs que j'avais eus il y a 20 ans, etc. Ils ont examiné l'examen psychiatrique est très intéressant à lire, d'ailleurs, qui a dit qu'il n'y avait absolument rien du tout là-dedans. Malgré cela, je suis déféré devant le tribunal correctionnel. Et comme par hasard, c'est la chaîne de télévision, de radio publique, France Info, qui balance cette information. Bien entendu, 1 an avant l'élection présidentielle. Radio publique. Alors vous aurez compris qu'on est à 1 an de l'élection présidentielle, que l'on commence bien sûr à s'intéresser à la collecte des parrainages. Tout ceci est cousu de fil blanc. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur ce qui est en train de devenir la France. Parce que pendant que l'on me poursuit dans une espèce c'est insensé. Je suis poursuivi. Encore une fois, j'insiste, les 2 juges d'instruction ont dit qu'il n'y avait rien, une ordonnance de non-lieu sur les 8 chefs d'accusation, et je n'ai plus d'accusateur. Malgré cela, le parquet, sous les ordres du gouvernement, veut que je sois poursuivi devant le tribunal correctionnel, bien sûr pour faire des médias, avec des médias qui sont à leurs bottes. Mais au même moment, je rappelle que Mme Ariane de Rothschild, dont le nom est cité 5000 fois dans l'affaire Epstein, n'a toujours pas été auditionnée. Monsieur Jack Lang, lui, bénéficie d'une protection judiciaire.
décidé par Macron. Je rappelle que l'affaire Epstein est suivie par la police judiciaire en France depuis 2019, depuis 7 ans. Et là, il ne se passe rien. Je rappelle que le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ont décidé de bloquer les commissions d'enquête sur l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, là, c'est du sérieux. C'est une affaire internationale, intercontinentale, où il est question de crimes épouvantables. Voilà ce que c'est que la justice en France. Alors ça n'est pas fait pour surprendre ceux qui suivent évidemment la scène politique française. Tout le monde voit bien qu'à partir du moment où vous commencez à vous opposer vraiment au système, vous êtes blacklisté médiatiquement, c'est ce qui m'arrive, ce qui arrive à d'autres, et vous êtes interdit, vous êtes poursuivi en justice, vous n'avez plus le droit de vous exprimer, vous n'avez parfois même plus le droit d'utiliser vos cartes bancaires, vous ne pouvez même plus revenir en France, vous êtes bloqué à l'étranger, et vous avez tous des noms à l'esprit de ce qui arrive en France, qui était autrefois le pays des droits de l'homme prétendu. Ouais. Donc effectivement, par rapport au système, Asselineau est le plus sérieux. Parce que c'est déjà d'une part Nicolas Dupont-Aignan et comment il s'appelle le deuxième patriote, j'ai un trou, mais vous voyez à qui je fais référence. Eux peuvent continuer à venir sur certains médias pour parler, peuvent continuer à manifester tranquillement sans aucun problème, ils ont les avals si c'est nécessaire. Par contre, Asselineau, non, rien. Donc voilà, c'est le seul qui est très concret sur les différents éléments à appliquer pour avoir notre autonomie, notre indépendance. Et c'est pour ça qu'ils le mettent dans la panade, là, effectivement, pendant que l'affaire Epstein continue sans que Jack Lang soit inquiété ou tous les autres qui sont tout autour. Et de l'autre côté, il est à noter que tout ça pour freiner la potentielle obtention de ces fameux parrainages. Et si tant est qu'ils les avaient, entre certaines communes qui utilisent les machines électroniques, je crois que c'est Rennes ou Rouen, l'un ou l'autre, qui a les machines électroniques d'office, là où était Édouard Philippe, donc voilà, c'est plié, il y a d'autres communes ailleurs en France, et de toute façon, dans les décomptes, voilà. Donc l'essentiel pour le pouvoir en place, c'est de ne pas laisser François Asselineau venir sur le plateau de télé. Il ne faut pas qu'il puisse parler, s'exprimer, il faut le couler avant. Parce que le danger n'est pas qu'il devienne président, c'est qu'il réveille les gens sur la mainmise des médias, sur la politique de Macron, etc. On continue. Centaines d'artistes bannis risquent la ruine pour une simple tribune chez Canal+. Depuis le 11 mai, une guerre éclate entre les stars et le plus gros financeur du cinéma français. Tout commence avec une lettre publiée dans un journal. Des acteurs célèbres comme Juliette Binoche dénoncent l'influence de l'extrême droite. Ils accusent le patron de Canal+, Vincent Bolloré, de contrôler trop de choses. Mais le dimanche 17 mai, la réponse tombe comme un coup près au Festival de Cannes. Maxime Saada, le chef de la chaîne, annonce une décision radicale. Il arrête de travailler avec les 600 signataires de cette lettre. C'est un choc total pour le monde de la culture. Pire encore, Canal+ donne 170 millions d'euros chaque année pour fabriquer des films. Si tu es sur la liste noire, ton prochain film pourrait ne jamais exister. Le piège est là. Sans cet argent, de nombreux projets vont s'écrouler. Les artistes sont désormais forcés de choisir entre leur opinion et leur salaire. Certains dénoncent une purge dégoûtante qui tue la liberté d'expression et installe la terreur. Alors que d'autres expliquent qu'on ne peut pas mordre la main qui nous nourrit. Mais avec un peu de nuance, Canal+ risque surtout de perdre ses meilleurs talents. Selon toi, Canal+ a le droit de bannir ses artistes? Abonne-toi à OCR pour... Ouais. Donc bon, c'est la gauche caviar, la gauche bobo, hein, bien évidemment. Celle qui se réveille sur le tard, en lien avec tout ce qui se passe. On aurait voulu les entendre plus tôt, notamment sur le génocide, etc. D'avoir des artistes qui prennent pied, qui affirment certaines choses. Bah non, on les entend pas. Mais par contre là, ils s'aperçoivent, trop tard, toujours pareil, c'est ça de pas ouvrir sa gueule en amont. Oui, mais alors, c'est Bolloré qui a toute la chaîne de la réalisation, production, distribution... plus de 80%, c'est un problème. Oui, t'as laissé faire. Hein, donc voilà. On continue. Pendant que d'autres, eux, ils sont sur le front. Alors ici, par exemple, avec Off Investigation, qu'on avait entendu à la commission, justement, la commission d'enquête sur le service public français, donc Off Investigation qui fait des très bons recherches journalistiques, documentaires sur YouTube. Hein. L'omerta Bolloré entérinée par la cour d'appel de Versailles, Quesaco.
Le fondateur de Off Investigation, le journaliste Jean-Baptiste Rivoire, a été condamné le mercredi 20 mai par la Cour d'appel de Versailles à payer 142 500 € au groupe Canal+, son ancien employeur. Ce dernier lui reproche d'avoir témoigné dans un documentaire de Reporters sans frontières sur la brutalité du management de Vincent Bolloré dans ses médias. Tribune à la première personne de Jean-Baptiste Rivoire. Donc voilà, c'est-à-dire que même si vous quittez le bateau et que là vous êtes totalement libre pour avoir à critiquer, bah forcément derrière vous emmenez un savoir-faire, des qualifications, vous avez des équipes, donc Off Investigation, ils sont totalement indépendants, mais c'est du lourd, quoi, c'est du costaud. Derrière, on a des professionnels, un peu comme Pierre Barnerias à la base, vous voyez. Et puis bah derrière, on va faire des procès bâillons avec derrière, voilà, en plus de surcroît, 142 500 € à payer. C'est chaud patate, hein. Donc ça c'est une chose. Ici, on va l'écouter. Je crois que c'est lui à nouveau, oui. Salut tout le monde. Pendant qu'on bat la campagne pour financer notre saison 5 sur la censure de l'humour politique en France, il vient de nous arriver quelque chose d'intéressant. Le Sénat nous réclame les noms de certains de nos donateurs. En plus. Vos noms donc. Je vous explique le contexte. Depuis quelques semaines, des sénateurs auditionnent les médias numériques dans le cadre d'une mission d'information visant à mieux réguler les zones grises de l'information. Merci du cadeau. Le 7 avril, c'était à notre tour d'être entendus avec nos confrères de Mediapart et de Disclose. Et nous, on a dit aux sénateurs ce qu'on pensait des vraies zones grises de l'information française. Mais moi, je suis encore plus radical. Je pense que c'est extrêmement malsain que l'information soit contrôlée en France par des gens dont c'est pas le métier et qui utilisent les médias dont ils prennent le contrôle pour faire... Alors, soit arranger leur business en Afrique, soit favoriser tel ou tel homme politique dont ils attendront en retour un avantage. Enfin, c'est ça, on est dans un conflit d'intérêts géant dans la presse française. Le système informationnel français est profondément malade. Quand 70% des gens de ce pays ne croient plus les journalistes, je ne sais pas si vous voyez la gravité de ce qui se passe, ça veut dire qu'ils vont croire qui demain? Le problème, c'est que les médias instrumentalisés par les milliardaires ou par les macronistes, ça n'a pas vraiment l'air d'être le sujet de Laurent Lafont, le sénateur centriste qui affirme vouloir mieux réguler les zones grises de l'information. À notre connaissance, ni CNews, ni le JDD, ni France Info, ni Le Monde, ni Le Figaro n'ont été auditionnés. À croire que pour le Sénat, les zones grises de l'information, c'est Mediapart, Disclose, Blast ou Off Investigation. On croit rêver. Mais le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé après l'audition. Laurent Lafont nous a carrément écrit un mail pour qu'on lui dénonce les donateurs qui nous auraient versé plus de 3 000 € au cours des 2 dernières années. Soyons clairs, que la République se préoccupe que le financement des médias soit transparent pour les citoyens, nous, à Off Investigation, on trouve ça plutôt bien. C'est plutôt une bonne chose. Ça permettrait de mettre en lumière, par exemple, la trop grande dépendance de certains médias à l'égard des annonceurs publicitaires, de quelques actionnaires industriels dont le métier n'est pas la presse, de grandes fortunes qui veulent influencer l'opinion, ou même de l'Élysée qui contrôle d'une main de fer les médias publics. Mais le Sénat, il ne s'attaque pas à cette trop grande dépendance des médias français à l'égard des pouvoirs politiques et économiques. Il veut juste qu'on balance vos noms à vous, vous qui contribuez à régénérer le système informationnel français de façon plus indépendante de ses pouvoirs, justement. Sur les 2 dernières années, un seul donateur nous a versé plus de 3 000 €. 3 030 exactement. Après défiscalisation, ça lui a coûté 1 010 €. On ne le connaît pas, mais on le remercie. Il a contribué à faire vivre le documentaire d'investigation indépendant en France. Et son nom, on ne le donnera pas au Sénat. On n'est pas des balances, d'autant que financer un média, ça donne une petite idée de vos opinions politiques. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi ces pressions du Sénat à 1 an de la présidentielle? Est-ce que c'est un hasard? Depuis quelques mois, un ministre veut mettre au pas les seules plateformes qui nous permettent de diffuser nos contenus journalistiques indépendants, un président veut trier lui-même le bon grain de livret en matière d'information, et un sénateur traque les noms de nos donateurs. Tout ça à 12 mois d'une présidentielle. À Off Investigation, on n'est pas dupe, on voit bien ce qui se joue. Pendant que certains milliardaires des médias alimentent un climat raciste pour diviser les Français, l'État laisse faire et s'en prend aux petits médias indépendants qui font leur boulot, enquêter sur les pouvoirs politiques et économiques. Alors je vais être clair, même si le Sénat nous menace de 2 ans de prison et de 7 500 € d'amende, on ne donnera pas vos noms, même s'il faut aller en prison, surtout à 12 mois d'une présidentielle, on lâchera rien. Mais pour tenir, on a besoin de vous. La campagne de la saison 5 est en cours. Vous nous aidez à mettre en lumière la façon dont depuis 20 ans, tous les pouvoirs ont tenté de faire taire l'humour politique. Aidez-nous. Faites un don sur offinvestigation.fr. On est des millions, on va y arriver, on lâchera rien. Ouais. Donc ça c'est pour des journalistes dits professionnels qui ont décidé de prendre leur indépendance, notamment sur YouTube. Donc voyons un petit peu le risque pour eux à l'aune de certains qui n'ont pas attendu d'avoir la carte journalistique et qui ont pris à battre le fer. Ici notamment avec Omerta.
Donc on va écouter. Que le journaliste Régis Le Sommier était annoncé à l'IUT de Béziers pour une conférence sur la guerre au cours du Moyen-Orient, l'établissement supérieur a préféré annuler. Chers amis d'Omerta, d'abord merci du fond du cœur pour tous les messages de soutien que vous nous avez envoyés, que vous m'avez envoyé, que vous avez envoyé à Omerta dans cette épreuve que nous traversons, c'est-à-dire cette censure dont notre média a été l'objet, en l'occurrence à travers une de mes conférences où je venais parler d'un reportage que je viens de réaliser au Liban Sud. Je venais parler des chrétiens du Liban et l'IUT de Montpellier a décidé d'annuler au dernier moment, 2 jours avant ma conférence qui était prévue aujourd'hui. Voilà, alors par rapport à ça, il y a eu donc énormément de réactions. On a été soutenu par des confrères, par des amis et par vous. Et je sais que vous avez été extrêmement nombreux à vous insurger contre cette censure qui intervient, je le précise, dans une école, un IUT qui est payé par l'État. Donc c'est vos impôts, c'est les miens, ce sont les miens. C'est, on va dire, la République française, dans le cadre de la République française, qui doit normalement être l'agora publique dans laquelle toutes les opinions doivent s'exprimer, eh bien, notre voix a été censurée. Alors, face à ça, ce qui a été encore plus scandaleux, c'est ce qui s'est passé avec le Midi Libre, donc l'organe de presse local, qui immédiatement après l'annulation de la conférence a sorti un papier à charge, me désignant, me diffamant, je le précise, en réutilisant des propos du journal Libération qui font actuellement l'objet d'une procédure judiciaire. Donc voilà ce qui s'est passé. Le Midi Libre a pondu son papier, ne m'a même pas appelé au téléphone. Bref, on va dire une attaque frontale contre moi, contre Omerta et contre la liberté d'expression, tout simplement. Alors, si ça vous a choqué, ce qu'il faut vous dire, c'est que, à la différence du Midi Libre, à la différence de l'IUT qui reçoit des subsides de l'État, à la différence de l'IUT qui est payé par vos impôts et les miens, par la République française, eh bien nous, Omerta, on ne reçoit rien. On n'a pas d'argent, on n'a pas de financement en dehors du vôtre. C'est vous qui nous permettez d'exister. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que regardez en description en dessous, vous pouvez participer au financement de nos documentaires en souscrivant à un appel aux dons sur Tipeee. Ça, vous pouvez le faire, c'est en description, juste en dessous de cette vidéo. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Merci encore pour votre soutien et nous, on continue pour le reportage, pour l'avenir du journalisme aussi. Merci à tous et à très bientôt. Donc, j'en profite pour vous tenir au courant, puisque vous savez que le congrès de Immédiat a été censuré, une salle de 1200 places avec un contrat passé avec la commune de Palavas-les-Flots, donc au sud de Montpellier. Oui, faut dire que le nouveau maire de Montpellier, enfin le nouveau, toujours le même, socialiste, le fils prodigue de Jacques Lang, qui tient la barre, la dragée haute à tous les potentiellement contestataires. Donc, ce qui est intéressant, même au sein d'une université, d'un IUT, pour avoir abordé un sujet quand même brûlot sur, je crois, mais j'ai oublié, je crois que c'est la cause palestinienne, me semble-t-il. Donc voilà, ça dégage. Et congrès d'Immédiat, donc sur la thématique l'importance de notre dimension intérieure pour agir dans un monde chaotique, avec 5 intervenants de qualité pour avoir abordé la dimension de la laïcité, ou en tout cas d'une spiritualité laïque, pour avoir à se poser des questions sur tout ce qui a trait à l'ingénierie sociale, comprendre comment on fonctionne, etc. Bon bah là aussi censuré, sans coup férir, à se donner des explications, c'est comme ça, et puis tu dégages pour risque de désordre public, alors que normalement un maire est censé assurer la sécurité pour permettre la liberté d'expression au sein d'une commune. Mais bon, tout ça pour vous dire que tous les tous les spectateurs qui avaient acheté une place, ça y est, j'ai commencé à entreprendre les démarches pour avoir à vous rembourser. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Si tant est que vous avez eu ici, parmi ceux et celles d'entre vous qui nous écoutent, vous avez acheté des places, vous n'avez pas eu les mails d'Immédiat, contactez-nous pour avoir à être remboursé, ou alors de faire don de votre place que vous avez achetée auprès d'Immédiat, puisque nous avons quand même laissé des plumes dans cette histoire, même si on a limité la casse. La censure est partout, et pas uniquement auprès de médias comme Omerta ou
ou off investigation. Une autre manière d'avoir à nous soutenir, c'est Tipeee, Paypal ou Hello Asso. Hein, donc vous allez sur le site, vous avez tous les liens pour avoir à faire vos donations. Donc déjà, un grand merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent. Moi, je tiens à préciser que je suis loin d'avoir à demander 3 000 €. Hein, chacun donne à l'aune de ce qu'il a déjà, et puis de ce que vous pensez recevoir d'immédiat. Moi, je vous propose 1 € par mois, mais pas le prix d'un café, pour avoir à montrer votre soutien sur les informations que Immédiat vous propose. Sans compter que 10 ans d'existence, il y a de quoi faire, il y a de la matière sur le site pour avoir toutes sortes à se cultiver dans tous les domaines. Donc n'hésitez pas, et si vous appréciez cette lecture de l'actualité que je vous propose, montrez-nous votre soutien tout simplement. Sachant que je vous fais ce travail de synthèse qui dure 4 heures, mais sur une semaine. Donc voilà, et on continue avec cette information. Ici, donc Régis Le Sommier, pourquoi est-ce que je vous montre ça ? C'était sur la thématique. C'était sur le sort des villages chrétiens pris dans les combats entre Israël et le Hezbollah au sud Liban, et plus largement de revenir sur la guerre avec l'Iran. Voilà ce qui vous devez traiter normalement à l'IUT de Montpellier, qui a été donc annulé. Voilà, tout simplement. Même ça, on peut pas en parler. Même ça. Hein, comme quoi le soutien au sionisme de la part de notre gouvernement et de la part d'universitaires ou de maires ou de préfets, il est très fort, hein. Alors, mes comptes professionnels et mes comptes... Là, c'est juste un petit rappel. Je pense, hein, c'est important, parce que il y en a qui ont essuyé les plâtres bien avant, mais là, on a un cumul. Donc là, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur que j'avais interviewé en 2012, je crois. C'est à l'époque du H1N1. On écoute. Mes comptes professionnels et mes comptes privés ont été fermés en Belgique quand la BNP Paribas... Quand ça ? En 2022 aussi. Tous mes comptes, mais j'ai eu 60 jours pour transférer l'argent sur d'autres comptes bancaires. Bon. C'est chiant, mais ça laisse une possibilité. Voilà. Bon. Mais gelé, ça veut dire que tu peux continuer à recevoir de l'argent de tes clients, mais tu ne peux plus payer tes factures, tu ne peux plus payer ton personnel, tu ne peux plus payer ton loyer, tu ne peux plus rien faire. Et pourquoi tu avais été bloqué, toi, en Belgique, sommé de partir de la BNP? Si quelqu'un pouvait me l'expliquer, ce serait bien. Donc voilà, interviewé par Nexus, tout ça pour vous dire que là on est face à un cumul, même si déjà en 2022 il y avait déjà eu les prémices. Il faut dire que Jean-Jacques était très actif pour avoir dénoncé l'histoire du Covid. Mais voilà, plus récemment on a ça. Je vais vous le montrer. Donc ici... Cocktail Molotov, là où j'habitais. On est sur la chaîne de Théo Malini. Alors Théo, c'est intéressant, il fait de très très bonnes analyses. Alors c'est très basé sur la géopolitique, c'est très factuel, mais en donnant beaucoup nombre d'éléments, donc il a pas donné la vision que je peux vous apporter ici d'une manière holistique et sur les pièges qui sont tendus. Il vous donne une lecture très classique, mais très bonne, de l'actualité. Alors voilà ce qui s'est passé. Cette émission date d'il y a 3 mois. Hein, il a fait cette petite vidéo, il va vous expliquer tout ça, très intéressant. Cocktail Molotov, là où j'habitais, 4 effractions en l'espace de quelques semaines, tous mes comptes en banque qui, soudainement, ont été clôturés, mais personne ne peut m'expliquer pourquoi. Par contre, ce qui est certain, c'est que je n'avais plus le droit de pouvoir posséder une banque en France. Des voitures et des camionnettes avec des gens très bizarres qui se garaient devant chez moi et qui restaient toute la nuit. Et évidemment, quand je demandais à la police de venir voir ce qui se passait, on m'expliquait que tant qu'on venait pas littéralement me kidnapper ou m'assassiner, la police se déplacerait pas. J'ai pas posté de vidéo sur YouTube depuis 30 ou 40 jours, et pour une raison assez simple en fait, c'est que il se passait des trucs beaucoup trop bizarres autour de chez moi, beaucoup trop de pression, beaucoup trop de menaces. J'ai pas posté de vidéo et j'ai pas donné de signe de vie parce que j'ai quitté l'Europe, ou j'ai plutôt fui l'Europe. Alors pour toutes les personnes qui veulent simplement savoir si j'ai quitté YouTube ou pas, non, j'ai rien quitté du tout. J'étais obligé en fait, très rapidement et sans faire trop de vagues, de littéralement abandonner tout ce que j'avais sur place en Europe pour m'éloigner à plus de 10 000 km parce que j'ai traversé la planète pour enfin être dans un environnement où je me sens sécurisé et je peux enfin reprendre les vidéos. Donc oui, je reprends YouTube. Donc ça, c'était la version très courte pour les gens. Et voilà, donc là il va donner la version longue et qui est extraordinaire, quoi. Mais voilà, il rentre dans les détails de tout ce qu'il a dit précédemment. Donc improbable
improbable. Je veux dire, aucune banque française ne lui répondait, aucune banque ne voulait de lui. Quand il demandait pourquoi, on n'a pas d'explication à vous donner. Sans compter que voilà, on est rentré chez lui, etc. On a verrouillé ses comptes. C'est improbable. Donc bon, faut savoir que Théo, il est très suivi. Hein, il a quasiment presque 1 million d'abonnés. Donc voilà, et puis lui il fait du short, il fait de très très bonnes synthèses. Pour ceux qui veulent avoir une synthèse sur des épiphénomènes, parce qu'il met pas tout en lien, c'est super. Voilà, donc ça c'est ce qui parle aux gens, et puis ça dure, c'est sûr, 12 minutes, hein, c'est pas ce que je vous propose, loin de là, mais on fait pas le même job. Voilà, on continue. Donc, on en vient à aborder cette thématique de la santé, avec la dépêche, l'imposture des vaccins. Quelle est cette réunion anti-vax annoncée à Toulouse et organisée par une association qui prône les théories du complot ? Bien évidemment. Donc effectivement, une conférence intitulée « L'imposture des vaccins » est annoncée à la fin du mois à Toulouse, sans précision sur le lieu, autour d'un autoproclamé éducateur en santé et Covid exilé. Le rendez-vous est organisé par l'association toulousaine France Patrie, qui ne cache pas ses penchants complotistes et révisionnistes. Fervent opposé à la mouvance anti-vax, le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste à Fronton et président du syndical UFML, explique craindre un drame. Selon lui, le mouvement actuel est plus violent qu'en 2021. Ah bah c'est sûr qu'on en a soupé du vaccin obligatoire alors qu'il ne l'était pas, qu'on était en expérience phase 3, etc. Hein. Mettez les masques, enlevez les masques, debout, assis, couché, auto-signé pour sortir. Non mais c'était énorme. Hein. Donc là, aujourd'hui, on va voir après ce que ça implique, mais on est avec la fameuse dépêche du Midi, qui est un peu l'équivalent du Midi libre. Hein. Au final, on est tous là à avoir abordé toujours la défense du laïus donné par notre gouvernement, avec tout ce que ça implique comme idéologie derrière. Donc, alors c'est intéressant, l'imposture des vaccins. Donc il y a même certains créateurs, donateurs, bénévoles de cette association, qui ont été même déposer des flyers dans les cabinets des médecins. Les salles d'attente, vous savez, ils déposaient les flyers pour se barrer après. Donc voilà, sauf qu'on ne sait pas qui est le mec en question et on ne sait pas le lieu. Donc ça sera au dernier moment et c'est peut-être la meilleure chose à faire. Mais tout ça pour vous dire là où on en est à l'heure actuelle, quand je viens de vous montrer tous ces exemples-là, c'est que on est dans la résistance à l'aune de ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, où vous avez potentiellement des résistants en France qui font des trucs, qui essayent des trucs, etc. C'est le truc naissant, mais on commence à se cacher pour avoir à traiter tel ou tel sujet, pour avoir invité telle ou telle personne à l'aune de Nexus, qui, le festival du 27-28 juin, a 2 invités mystères, mais dans un endroit privé. Donc ils ne devraient pas normalement être emmerdés, en tout cas ils ont fait ce qu'il fallait pour ça, mais voilà, on est aujourd'hui là-dedans. Donc c'est extrêmement compliqué, notamment demain, lorsqu'on va devoir potentiellement donner son identité numérique pour avoir accès à l'information. On saura ce que vous consommez comme info. Ou pas, tout dépend. On continue. S'organiser ? Dans notre démocratie, ce qui est important, c'est d'assurer le pluralisme des opinions, le pluralisme de création, la liberté de création. Et donc, si, pour ce faire, il faut adopter une loi qui permette de l'assurer, moi, je suis tout à fait favorable. C'est quand même des idées. Bien. Pas bien. Pluralisme, ils ont que ce mot à la bouche, alors que tout ce que je viens de vous mettre en perspective nous montre mais totalement l'inverse. C'est ce qui s'appelle la novlangue, c'est ce qui s'appelle de l'ingénierie sociale. De la manipulation, de l'hypnose, appelez ça, voilà, ou de la programmation, c'est pareil. Donc, voilà la finalité du danger qui s'en vient par rapport aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle française, c'est ça. Les députés approuvent 36 milliards d'euros supplémentaires. Donc, le scrutin est ouvert. Pour la loi de programmation militaire 2024-2030. Et clos pour 440 contre 122. L'Assemblée nationale a adopté. Cela porte à 436 milliards d'euros les dépenses militaires prévues d'ici à la fin de la décennie. Une trajectoire qui doit toutefois être validée chaque année lors du débat sur le budget de l'État.
cette loi permet de répondre à l'accélération de la menace. Plus de munitions, plus de drones, une tram-chasse renouvelée, une tram-char repensée, un espace reconquis. Voilà ce que nous vous proposons dans ce texte. Le Rassemblement national et le Parti socialiste ont voté pour, à l'instar du camp gouvernemental. Entendez bien. RN, centriste, Macron, et le Parti socialiste. Ils ont voté pour, alors que la France, on est pays du tiers-monde, endetté, inflation, tout le bordel. Et eux, ah bah oui, quelques milliards en plus pour la potentielle rentrée en guerre, c'est très très bien. Le reste de la gauche s'y opposait, entendez les filles, dénonçant notamment des mesures liberticides. Cette loi instaure un nouveau régime d'exception, l'alerte de sécurité nationale, qui, sur l'initiative de l'exécutif, sans avis du Parlement, permettra au gouvernement de s'affranchir du droit commun dans une multitude de domaines et en particulier d'organiser l'entrée sur le territoire national de soldats étrangers. Le texte est désormais attendu au Sénat le 2 juin. Donc, entendez par là que certainement que la Russie va servir d'excuse, et si c'est pas la Russie, vu le climat dans lequel on est, la guerre civile. Que ça soit la guerre civile ou que ça soit une guerre arrangée avec la Russie, de toute façon, toutes ces lois qui sont votées, c'est contre nous. Hein. C'est pour garder le troupeau de panurge. Hein. Et il y a d'autres éléments qui vont faire en sorte d'avoir à garder le troupeau de panurge bien enfermé, cloîtré, etc. C'est bien évidemment une potentielle pandémie. Alors, 20 minutes qui revient dessus. Voilà, c'est quoi l'état d'alerte de sécurité nationale, possible régime d'exception adopté discrètement par les députés? Les députés ont approuvé donc lundi la création d'un état d'alerte de sécurité nationale qui pourrait être déclenché par décret. Donc il n'y a pas de vote. En Conseil des ministres, en cas de menace grave de l'intérieur ou de l'extérieur, ou les deux. Mais suscite de vives inquiétudes à gauche. C'est un article niché au cœur du projet de loi visant à actualiser la loi de programmation militaire 2024-2030. Il est potentiellement lourd de conséquences. Les députés ont approuvé lundi le principe d'un état d'alerte de sécurité nationale. Ce régime juridique inédit pourrait être déclenché sur tout ou partie du territoire national par décret en Conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle. Ce régime exceptionnel devra répondre à 3 catégories de dangers: une menace sur la continuité des activités essentielles à la vie de la nation et la protection de la population. Une menace de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Une menace justifiant un déploiement des forces françaises ou alliées. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il faut entendre Eurogène fort. Hein. C'est pas le CRS, police nationale, avec éventuellement les petits jeunes là qui vont faire leur service obligatoire, quasiment. Demain, ça va être ça, pour avoir à nous parquer leurs parents. Surveiller que vous ne sortez pas, etc. Et puis s'il y a besoin de cet Eurogène fort, ce dont nous avait parlé notamment Marie Laforêt, elle nous avait prévenu de ça. Donc ça faut voir mon enquête sur les mystères de Pont-Saint-Esprit pour comprendre le truc. Mais on est exactement là-dedans. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. À Paris, le scandale des violences dans le périscolaire n'en finit pas de s'étendre. Dans la capitale désormais, aucun arrondissement n'y échappe, annonce aujourd'hui du parquet de Paris, qui indique avoir ouvert des enquêtes dans plus d'une centaine d'établissements. 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et une dizaine de crèches. 8e Grand Chelem. Ouais, donc voilà un petit peu le réseau, là, on avait noté 83 personnes dans le périscolaire qui avaient eu des attouchements sexuels, atteintes, des plaintes déposées contre elles, etc. Et en fait, l'enquête mène sur le fait que ça a touché tout Paris et toute l'agglomération. Ils étaient partout, dans les crèches, dans les écoles primaires, voilà. Incroyable mais vrai. Mais Aurore Berger, elle, passe entre les gouttes par rapport à les mainmises qu'elle aura eues, puisqu'elle est passée entre les gouttes, donc c'est qu'elle n'est pas responsable ni coupable, vis-à-vis de la responsable de cette association de crèches là dont on a parlé tout à l'heure. De l'autre côté, on a Contre 7 qui nous parle de ça.
Vous avez tous entendu parler de Fénizy, qui utilise l'intelligence artificielle pour se faire passer pour une fille de 14 ans sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, un homme d'une 60aine d'années a dû se rendre à la gendarmerie après avoir découvert que ces échanges dégueulasses avaient été publiés en direct sur Internet. Une démarche tellement virale que BFM, TF1 et France Télévisions ont dû en parler. Dommage collatéral, un psychologue portant le même nom que le prédateur s'en prend plein la tronche pour rien sur Google Pro, que ça nous serve de leçon. Depuis plusieurs mois, on les appelle les chasseurs de prédateurs, ou bien encore les traqueurs. Ils piègent des adultes en se faisant passer pour des mineurs afin de dénoncer leur comportement déviant envers des enfants. Pourtant, sur les plateaux télé, certains magistrats et policiers critiquent ces méthodes. On peut surtout constater, c'est les dérives de ce type de méthode. Que l'auteur de l'infraction sache qu'une enquête peut être diligentée contre lui. Il y a une telle masse Je peux pas monter. il y a une telle masse de prédateurs que même en ayant 10 000 enquêteurs spécialisés dans un service spécialisé, ça ne résorbera pas la problématique. Ces personnes ne sont pas formées. Réaction légitime du public, qui en a marre. Si ces citoyens arrivent à repérer autant de prédateurs sur les réseaux, pourquoi les autorités n'y arrivent-elles pas davantage? Aujourd'hui, plusieurs associations, comme Wanted Pédo ou 211 organisations anciennement Alerte Pédo, demandent que la loi évolue, afin que les citoyens vigilants ou des groupes encadrés puissent aider officiellement les enquêteurs sur Internet. Ces acteurs importants de la lutte contre ce cancer éduquent et forment sérieusement les volontaires à ce travail nécessaire. Alors la vraie question est simple, et j'aurais jamais cru dire ça dans ma vie. Face à l'explosion des prédateurs en ligne, la loi doit-elle évoluer pour permettre aux citoyens d'aider la police? Bah, grosso modo, suite à cette histoire que j'avais mis en avant la semaine dernière, le youtubeur ou tiktoker influenceur là, qui a piégé le responsable olympique s'est vu un peu égratigné sur le fait de quoi tu te mêles. Laisse faire la police, tu devrais pas, c'est dangereux, blablabla. Bla. En même temps, comme il a été mentionné, il n'y a pas suffisamment de personnel dans la police judiciaire pour avoir à enquêter, etc. Donc pourquoi pas utiliser tous ceux et celles qui souhaiteraient piéger, tendre des pièges auprès des prédateurs pédophiles. Alors là, ici, le Parisien, donc ça y est, Macron il obtient tout ce qu'il veut, de toute façon. Notre-Dame de Paris, la justice laisse la voie libre aux vitraux contemporains pour la cathédrale. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ce mardi 19 mai la demande de suspension des travaux visant à remplacer 6 vitraux du 19e siècle de la cathédrale par des créations contemporaines de Viollet-le-Duc. Donc voilà, ça a été rejeté. Alors malgré de nombreuses associations, le patrimoine, la défense du patrimoine, etc., non, c'est quand même passé. En plus, qui coûte un pognon de dingue. Combien ça a coûté cette histoire ? Un projet estimé à 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, alors on va voir un petit peu, parce que il y en a qui se sont penchés sur les fameux vitraux en se disant, mais putain, qu'est-ce que c'est que ces vitraux, quoi ? Qui l'a fait et qu'est-ce que ça représente ? Et là, donc, on est tribunechrétienne.com. Notre-Dame de Paris, parfum de scandale et bataille judiciaire autour des nouveaux vitraux. Alors que 2 associations viennent d'attaquer en justice l'autorisation de remplacer les vitraux de Notre-Dame de Paris, la polémique prend une tournure explosive. Entre accusations de désacralisation et théories évoquant même l'univers de Charles Manson dans certaines représentations de Claire Tabouret, l'artiste qui a fait les vitraux, le projet voulu par le président Emmanuel Macron est devenu un véritable champ de bataille culturel, médiatique et désormais judiciaire. Le dossier des nouveaux vitraux de Notre-Dame de Paris semblait être suffisamment sensible, mais ces derniers jours, il a basculé dans une dimension bien plus inflammable. À l'origine, la controverse concernant le remplacement de plusieurs vitraux du 19e siècle réalisés sous la direction d'Eugène Viollet-le-Duc, pourtant épargnés par l'incendie de 2019. Le président Macron souhaitait inscrire la marque du XXIe siècle dans la cathédrale à travers une création contemporaine confiée à Claire Tabouret. Mais très vite, les défenseurs du patrimoine se sont insurgés. Selon eux, ces vitraux forment un ensemble historique cohérent avec les chapelles conçues par Eugène Viollet-le-Duc et ne devraient pas être retirés puisqu'ils n'ont subi aucun dommage majeur. Plusieurs institutions patrimoniales, dont la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, auraient d'ailleurs rendu un avis négatif contre leur remplacement. Le conflit a désormais quitté le terrain des experts pour devenir une guerre culturelle sur les réseaux sociaux. Parmi les publications virales, celle
figure celle de Nicolas Stocker, animateur de Radio Courtoisie, qui affirme que certaines figures représentées dans les projets de Claire Tabouret rappelleraient Susan Atkins, membre de la secte de Charles Manson, impliquée dans les meurtres de 1969. En effet, Charles Manson reste associé à une des affaires criminelles les plus terrifiantes du XXe siècle. Chef de la Manson Family, il manipulait psychologiquement ses adeptes dans une atmosphère mêlant drogue, vision apocalyptique et dérives sectaires. Parmi les crimes les plus connus figure l'assassinat de Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski, tuée alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Parmi les meurtrières figurait justement Susan Atkins. Donc voilà, on la voit ici, la tronche, et c'est censé être elle. Et l'homme qui est derrière, ici, là, qu'on verrait sur le... voilà, il s'agirait de Charles Manson. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a la barbe, il y a les cheveux longs, et il y a certaines attitudes que l'on voit de Charles Manson en prison, des photos. Ça ressemble beaucoup quand même. Hasard. En même temps, ça fait écho ici au passage qu'on avait entendu sur GPTV d'un de ces animateurs qui connaît le loup, qui a vu que une femme responsable lors de la rénovation de Notre-Dame était rentrée un soir dans Notre-Dame de Paris et avait vu une séance non inscrite officiellement avec Macron en son centre dans des costumes déguisés, enfin un peu particulier tout de même. Donc voilà, on sait en même temps que si vous avez vu la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame de Paris, tout y était d'un point de vue symbolique, pour annoncer la couleur.